8h12, c'est la grande interview CNews Europe 1 de Maude Bréjon. Bonjour Maude Bréjon. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes députée Renaissance des Hauts-de-Seine. On va parler évidemment de la situation politique du Premier ministre, du prochain Premier ministre. On dit que l'annonce est imminente, que ça se compte maintenant en jours. On verra, on va en parler dans un instant avec vous. Je voulais tout d'abord revenir sur l'information qui a bouleversé la France, qui a bouleversé les Français. Des Français bouleversés par la mort d'Éric Comines, le gendarme tué par un chauffard meurtrier multirécidiviste, bouleversé également par ce qu'a dit la femme d'Éric Comines. Eh bien, ce qu'elle a dit, c'est ça. La France a tué mon mari. Elle dit en réalité que le laxisme a tué mon mari. Est-ce que vous êtes d'accord avec elle ? Comment ne pas la comprendre ? Comment ne pas la comprendre ? Ces mots, je crois, nous ont tous glacés. Cette situation nous a tous glacés. Je voudrais d'abord dire une chose. Ce qui s'est passé n'est pas un fait divers. Ce qui s'est passé est un fait de société qui doit tous profondément nous interroger. Je ne crois pas que ce soit la France qui a tué son mari. Je pense que c'est effectivement des décisions de justice qui sont parfois peut-être pas suffisamment fermes. C'est une réponse pénale qui n'est pas à la hauteur. C'est la question de la récidive qu'on doit prendre davantage à bras-le-corps. On doit tous s'interroger, tous les élus politiques que nous sommes. On a tendance à dire qu'on ne commande pas des situations judiciaires quand on est élu de la République. Je me suis toujours tenue tant que possible à cette ligne-là. Pour autant, aujourd'hui, la citoyenne que je suis est révoltée par ce qui s'est passé. C'est encore une fois intolérable. Ça aurait pu être peut-être demain nos frères, nos maris. Un refus d'obtempérer, il y en a des dizaines par jour. Ce n'est pas un fait divers. Ce n'est pas un fait divers. Je voulais vous entendre, on va revenir sur le profil du chauffeur meurtrier. Je voulais vous entendre sur un autre extrait, extrait du message d'Harmonie Comines, la femme du gendarme. Elle dit « 1981 n'aurait jamais dû exister ». Comment est-ce que vous le traduisez ? On pourrait refaire l'histoire. Je pense qu'on a une responsabilité, encore une fois, peut-être collective au sein de la classe politique, de décisions qui n'ont pas été prises au bon moment. C'est l'arrivée de la gauche au pouvoir. Bien sûr, mais je le comprends tout à fait. Je pense que les choses sont en réalité plus complexes que ça et qu'on doit effectivement regarder dans le rétroviseur et puis aller de l'avant. Aller de l'avant. Vous savez, on a tous fait une campagne législative. On va tous sur nos circonscriptions. Partout, les gens attendent davantage de fermeté, attendent des réponses de justice qui soient plus rapides, qui soient plus fermes. On a aujourd'hui, et on y viendra, une Assemblée nationale qui est souveraine, qui doit être en capacité de prendre des décisions pour répondre à ces attentes populaires largement partagées au sein de la population française et qui sont légitimes. J'entends les téléspectateurs de CNews, j'entends les auditeurs d'Europe 1 se dire très bien. Et moi, j'entends mes électeurs. Dit, cette députée Renaissance, elle nous dit les Français veulent plus de sévérité, mais pourquoi il y en a pas ? Vous êtes au pouvoir, Renaissance est au pouvoir et Emmanuel Macron est au pouvoir depuis 7 ans maintenant. Je suis députée depuis 2 ans et depuis 2 ans, j'ai porté l'ancienne majorité. J'ai porté ce message du besoin de davantage de fermeté. Rappelez-vous quand on a fait la loi immigration. Ce qu'on n'a pas entendu. La gauche nous a dit, une partie de la gauche nous a dit qu'on reprenait les thèses de l'extrême droite. Dès que vous allez trop loin sur des questions, encore une fois, d'ordre, de fermeté, vous avez une partie de la classe politique qui vous regarde bizarrement. Non, il faut oser, encore une fois, dire les choses. On a beaucoup avancé. On a mis davantage de budget dans la justice. Encore une fois, Gérald Darmanin a fait passer un certain nombre de lois telles que la loi immigration. On a besoin aujourd'hui d'aller plus loin et ce n'est plus une histoire de clivage gauche-droite. C'est la façon dont on doit être collectivement responsable pour répondre à ce qui sont des faits de société. Quand le journal L'Humanité, journal communiste, dit que c'est un accident du travail, la mort d'Éric Comines, c'est un clivage gauche-droite. Il y a encore ce clivage gauche-droite. C'est insupportable. Quelle insulte faite à la mémoire de cet homme, à sa famille, à l'ensemble des forces de l'ordre. Qui connaissent très bien ce genre de situation pour les vivre quotidiennement. C'est absolument insupportable. Pouvoir qualifier ça, c'est pas un accident du travail. De même que ce n'est pas un fait divers. Et ceux qui colportent ce type d'appellation, au fond, dans leur refus de qualifier les choses et de les condamner à la mesure nécessaire, portent une part de responsabilité, peut-être, dans les prochains faits de société auxquels on pourrait être confronté. Vous parliez à l'instant, alors qu'on parlait d'insécurité, vous parliez à l'instant de la loi immigration. Le chauffard
chauffard meurtrier, appelons-le comme ça, est un Cap-Verdien, multicondamné, 6 fois pour des délits routiers, 4 fois pour des violences. Est-ce qu'il a vocation à rester en France ? Non, et la loi immigration que nous avons votée avec Gérald Darmanin il y a quelques mois maintenant, bientôt 1 an, permet la reconduite à la frontière, le retour au pays d'origine de personnes qui sont dans ce type de situation. Donc vous souhaitez son retour au Cap-Vert, son expulsion vers le Cap-Vert ? Attendez, quand on est sur le territoire français et qu'on souhaite travailler, qu'on respecte les valeurs de la République, on y a sa place. Quand on est sur le sol français, qu'on ne respecte pas les valeurs françaises et qu'on enfreint la loi à plusieurs reprises, parce qu'on parle là de récidive, il me semble au fond de bon sens que d'être reconduit dans son pays d'origine. La France est généreuse. La France accueille. La France doit accueillir ceux qui sont légitimes à venir parce qu'ils vivent des situations de guerre, par exemple, sur leur pays et qui, encore une fois, montrent patte blanche. Lorsque ce n'est pas le cas, on doit faire évidemment preuve d'une fermeté et être parfaitement intraitable. On va parler des consultations pour Matignon. Emmanuel Macron devrait finir par annoncer le nom d'un Premier ministre. On parle de dimanche, début de semaine prochaine. Bon, j'imagine que vous n'avez pas ni la date ni l'heure. Je vous pose donc pas la question. En revanche, je vais vous demander, il faut qu'il ait quel profil ce prochain Premier ministre ou cette prochaine Première ministre ? Le Premier ministre devra arriver à composer avec une Assemblée nationale extrêmement plurielle. On va tous devoir mettre de l'eau dans notre vin. Nous avons perdu la Macronie, nous avons perdu les élections législatives. Mais force est de constater que ni les socialistes, ni les républicains n'ont aujourd'hui une majorité. Donc, on va devoir faire un pas vers l'autre. Moi, je rentre en circonscription, que me disent les gens ? Les gens, ils me disent, mettez-vous d'accord. Mettez-vous autour de la table. N'imposez pas, de par vos bêtises politiques au pays, l'immobilisme ou l'instabilité. Et donc, je crois qu'on va avoir besoin de quelqu'un qui soit en capacité d'entendre les uns et les autres. Mais charge à nous aussi, charge à nous d'arriver à discuter et d'être un peu responsable. Je vais vous dire, on vit une situation qui est assez extraordinaire et un peu délirante. Quand j'entends Olivier Faure qui dit « Je ne veux pas d'un Premier ministre socialiste », sous-entendu « Je ne veux pas de Bernard Cazeneuve », et de l'autre, Monsieur Wauquiez qui dit « Je ne veux pas d'un Premier ministre issu des Républicains », ça en dit long sur l'intérêt général qui mène et qui guide certains responsables politiques dans la période. En réalité, je crois que les Français attendent à ce que la gauche modérée et les socialistes et à ce que la droite de M. Wauquiez participe, peut-être pas à une coalition. Excusez-moi, Maud Bréjon, mais ni les Républicains, ni les socialistes permettent de faire avancer le pays. Ne veulent être associés au naufrage probable, possible du macronisme. C'est ça l'histoire. Il ne s'agit plus de macronisme. Et il ne s'agit pas là de soutenir le président de la République. On ne fera évidemment pas comme avant. Ce ne sera pas un gouvernement issu de nos rangs. Et d'ailleurs, le Premier ministre ne sera probablement pas issu de nos rangs. Il s'agit de la France. La question et encore une fois, est-ce qu'on a envie d'avancer ? On parlait de régalien, on parlait de justice, on parlait de sécurité. Est-ce qu'on peut se permettre 3 ans d'immobilisme ? Sur la dette, est-ce qu'on peut se permettre de laisser filer le déficit ? Je pense que non. Et je pense que chez M. Wauquiez, dans sa circonscription, les Français lui demanderont de participer, lui demanderont de contribuer à faire avancer le pays. Quand on veut prétendre aux plus grandes responsabilités, aux plus hautes fonctions de l'État, on ne laisse pas la France sur le côté au profit d'intérêts personnels. Parce qu'à un moment, il va falloir dire les choses, et c'est quand même ça qu'on est en train d'observer aujourd'hui. Ségolène Royal a fait une offre de proposition. Elle dit « Je suis prête à former un gouvernement ». Elle coche les cases, selon vous, pas ? C'est le Gorafi. Elle l'a dit hier. Oui, vous le commentez d'ailleurs avec un sourire en coin. Je me passerai de commenter les candidatures des uns et des autres. Et d'ailleurs, l'idée qu'on puisse se porter candidat à Matignon est un petit peu curieux. On est encore sous la Ve République. C'est le président qui fait ce choix, qui nomme fonction du contexte politique. Bon, il y en a une qui s'est portée candidate, qui a été portée candidate, c'est Lucie Castet, mais elle ira pas à Matignon. Elle a décidé de se mettre en retrait de la mairie de Paris. Alors, elle ne démissionne pas, attention, pas folle pour parler vulgairement. Elle pourra retourner à la mairie de Paris quand elle le voudra et retrouver un poste quand elle l'aura décidé. Qu'est-ce que vous en pensez ?
c'est formidable, la fonction publique. On peut la quitter comme ça, y retourner. En tout cas, elle semble prendre goût à la politique. Votre commentaire? Oui, je ne ferai pas de commentaire sur sa situation personnelle. Oui. J'espère que tout ça, évidemment, sous contrôle et correctement géré aux côtés de Madame Hidalgo. J'imagine que c'est parfaitement légal. Qui doit être, à mon avis, absolument ravie de cette situation. Donc, que Lucie Castet veuille continuer à s'engager en politique, grand bien lui fasse. Mais évidemment, tout travail mérite salaire et tout salaire mérite travail. Donc, tout ça doit se faire dans les règles de l'art. Voilà, mais c'est la fonction publique qui permet ça. Ça n'existe pas dans le privé, ça, de pouvoir démissionner et de pouvoir ensuite retrouver son poste ça n'existe pas dans le privé. D'ailleurs, ça dit quelque chose quant à la possibilité qu'ont certains et moins d'autres de s'engager dans la vie politique. Quand vous êtes dans une entreprise privée, vous n'avez pas accès à certaines facilités, ce qui, je pense, freine un certain nombre de nos concitoyens dans l'engagement qui peut être les leurs. Jean-Michel Blanquer, l'ancien ministre de l'Éducation, dit qu'une crise de régime est possible. Il sort un livre, il est en interview dans le Point. Est-ce que vous partagez son inquiétude? Je ne suis pas de ceux qui agitent des chiffons rouges. C'est toujours plus facile de commenter des situations très difficiles, effectivement, mais depuis l'extérieur. Moi, j'ai regagné la confiance de mes électeurs et je les remercie il y a deux mois maintenant. Et je souhaite contribuer au sein de l'Assemblée nationale avec mes collègues à faire en sorte que les choses avancent concrètement. Je pense qu'on peut y arriver. Vous savez, je crois qu'il y a une majorité de Françaises et de Français raisonnables dans ce pays et que la classe politique ferait bien de faire de même. Mais vous pensez qu'on va pouvoir tenir encore 3 ans avec un système sans majorité, avec cette Assemblée, où il faudra revoter? Je pense qu'on n'a pas le choix, non seulement que de tenir, mais d'arriver à discuter. On ne va pas savoir retourner devant nos électeurs en expliquant que parce qu'on n'a pas réussi à se mettre d'accord pour des bisbilles de parti, eh bien, ça ne bouge pas sur la justice, ça ne bouge pas sur l'école, ça ne bouge pas sur la santé. On le paiera tous collectivement très cher. On passe notre temps à dire il faut combattre les extrêmes, il faut combattre les extrêmes. Mais si on impose l'immobilisme à ce pays pendant 3 ans, ils ne feront que gagner du terrain. Donc on a, je pense, sincèrement une responsabilité majeure et l'obligation d'apprendre à faire de la politique un peu différemment et à sortir des logiques partisanes qui nous ont guidés, peut-être trop, depuis quelques années maintenant. Jean-Michel Blanquer, toujours dans son interview au Point, dit du président de la République qu'il est brillant, qu'il a une grande intelligence, une très forte puissance de travail, du dynamisme, de la créativité, mais qu'il peut tout gâcher par une posture ou par une phrase. Et notamment, il pense à la dissolution, il parle de l'usage incongru de la dissolution. On aurait pu s'épargner cette dissolution? D'abord, c'est une erreur. Je crois qu'on n'a jamais tort de demander l'avis des Français. Quand vous faites une élection, quand vous provoquez une élection qui engendre un taux de participation aussi haut que celui des dernières législatives, ce n'est pas une erreur. Et je pense que ceux qui, au fond, continuent de critiquer en creux ce choix-là sont ceux qui estiment que les Français ont mal voté. Sont ceux pour qui le vote des Français n'est pas arrangeant. Moi, je pense que les Français n'ont pas mal voté. Je pense que les Français ont donné leur avis, que c'est aujourd'hui assez représentatif de ce qui est la pluralité des avis et des opinions françaises. Et que quand on aime la démocratie, eh ben, on respecte les élections. Et c'est ce que je m'évertue à faire. Maude Bréjon, députée Renaissance des Hauts-de-Seine. Dernière question concernant votre parti et le parti Renaissance. Gabriel Attal va prendre la parole demain à l'université de Renaissance à Paris. Il y aura également Elisabeth Borne. Comment vous voyez l'avenir du parti dans les prochaines semaines? Alors, je vais vous dire, je pense que ce n'est pas l'urgence du moment. Je pense qu'on ferait bien de s'occuper du pays avant de s'occuper du parti. Il n'empêche qu'on peut avoir effectivement des débats internes, et tant mieux quand on pense tous pareil, on ne pense plus rien. Donc il est évidemment sain que l'on discute, mais je crois encore une fois que l'urgence du moment est ailleurs et que les Français ne comprendraient pas qu'on s'attelle à des problématiques. Que personne n'est tremblant pour savoir, il n'y a pas de Français tremblant pour savoir qui va prendre la direction du parti Renaissance, effectivement. Mais bon, Gabriel Attal, on lui prête l'ambition, ça sera ma dernière question, de devenir maire de Paris à la place d'Anne Hidalgo. Vous le soutiendriez? En tout cas, il a de grandes qualités, mais c'est à lui de s'exprimer, évidemment, sur ces questions. Mais s'il y allait, vous le soutiendriez? Il y a un peu de temps, mais je suis évidemment en soutien à mon président de groupe.
Merci beaucoup Maude Bréjon, députée Renaissance des Hauts-de-Seine, d'être venue ce matin sur CNews et sur Europe 1.